dans leur estomac. Alors la vidange pylorique, ou le contrôle de l'activité du pylore, ça c'est une histoire à soi seule. D'abord parce que c'est un endroit qui fait mentir la règle, qui est que la couche circulaire et la couche longitudinale de la musculeuse soient séparées. Précisément dans le pylore, ces deux couches ne sont pas séparées et viennent s'entremêler, comme vous le voyez représenté ici. Et la fonction du pylore est réellement de contrôler la vitesse de vidange de l'estomac pour que ce qui arrive au duodénum et qui doit être digéré avant d'être absorbé n'arrive pas trop vite pour ne pas dépasser les capacités de digestion de l'intestin grêle. Donc la vidange de l'estomac est une vidange qui est absolument contrôlée de manière à permettre en aval une digestion satisfaisante. Par quoi elle est contrôlée? Elle est contrôlée par des mécanismes nerveux, elle est contrôlée par des mécanismes endocrines. Alors vous en avez ici un certain nombre d'exemples. Le vague va favoriser la contraction du pylore par l'intermédiaire de ses fibres cholinergiques et va défavoriser la contraction du pylore par l'intermédiaire de ses fibres non cholinergiques. Le système sympathique va favoriser la contraction du pylore. On est dans un sphincter. Et je vous ai dit que dans les sphincters, le système sympathique est un système qui est stimulant de la motricité, parce que là, on trouve des récepteurs alpha-adrénergiques, à la différence des autres structures où on a des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc le système nerveux, il est de manière prédominante stimulant de la contraction, mais avec certaines fibres qui sont des fibres relaxantes. Et puis, les hormones, dont on sait qu'elles agissent, mais dont on ne connaît probablement pas la liste complète, par exemple la cholécystokinine, par exemple la gastrine, par exemple la sécrétine ou le GIP, sont des hormones qui favorisent la contraction du pylore et qui donc ralentissent la vidange gastrique. Alors comment est-ce que tout ça se met en jeu et d'où viennent ces hormones? À partir du moment où l'estomac a commencé à se remplir, à fragmenter les aliments et à expulser une partie de son contenu dans le duodénum n'est plus vide. Et il reçoit un liquide qui est un liquide acide, qui est éventuellement un liquide gras, qui contient éventuellement des acides aminés s'il y avait des protéines dans ce qu'on a ingurgité, parce que dans l'estomac, il y a déjà des enzymes protéolytiques, et qui contient des hydrates de carbone s'il y avait des sucres dans ce qu'on a consommé. Et la paroi du duodénum contient des neurones qui font partie du système nerveux entérique, qui sont des neurones qui sont sensibles, certains au pH, certains au contenu en lipides, certains à l'osmolalité, certains au contenu en hydrate de carbone, et qui vont contrôler la sécrétion de ces hormones, la sécrétine, la cholécystokinine, la gastrine et le GIP, qui vont renforcer la contraction du pylore, donc limiter la vitesse de vidange de l'estomac. En ce qui concerne le système nerveux, le système nerveux, il intervient avec ces deux composantes. La composante inhibitrice qui va ralentir la vidange de l'estomac, et puis la composante non cholinergique qui va, elle, favoriser la vidange de l'estomac, et la vitesse à laquelle l'estomac va se vider va dépendre de la balance qui existe entre ces déterminants qui sont antagonistes.
Donc dans la plupart des cas, ça se passe bien. Et on arrive à vider l'estomac à un débit qui est compatible avec les capacités de digestion du duodénum qu'il y a en aval. Alors il reste les noyaux de cerise. Quand on est en dehors d'une période postprandiale et qu'on regarde quelle est l'activité motrice de l'estomac, la plupart du temps, ou pendant la plus grande partie du temps, c'est le désert des Tartares. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et puis périodiquement, alors qu'on ne s'est absolument pas alimenté, périodiquement, on voit apparaître une activité motrice qui est extrêmement intense et qui survient, selon les gens, toutes les 70, 80, 90, 100 minutes, parfois 120 minutes, qui va durer pendant 5 minutes. Et puis de nouveau, ça va être le calme plat. Pendant, ça dépend des gens, 70, 80, 90 minutes. La même chose la même fréquence chez un individu donné, mais une variabilité entre les individus. Et cette activité motrice intense, cette activité de contraction de la paroi de l'estomac, à la différence de ce qui se produit en période postprandiale, cette fois, elle se fait à pylore grand ouvert. Donc, les billes de plastique, dans cet exemple-là, mais les noyaux de cerise, tous les résidus, en fait, qui n'ont pas pu être fragmentés pendant la période postprandiale et sortir de manière régulée dans le duodénum, ils sont expulsés à ce moment-là. Donc c'est une entreprise de nettoyage régulière de ce qu'il y a dans l'estomac. Et cette activité motrice cyclique de jeûne, on va la retrouver dans l'intestin grêle et on appelle ça le complexe myoélectrique migrant. Pas sûr qu'on ait le temps de parler de vomissement, sauf si vous y tenez absolument. Bon, je ne sens pas une motivation. Bon, je reviendrai sur le vomissement à la fin si on a le temps. On arrive dans le grêle. Le grêle d'un adulte, c'est en moyenne 6 mètres. En fait, ça varie entre 4 à 7 mètres chez le vivant, et puis ça s'allonge chez le mort. C'est un petit peu de duodénum, à peu près 5%, à peu près 40% de jéjunum, et puis la plus grande partie de l'intestin grêle, c'est l'iléon, et vous savez que l'intestin grêle s'arrête à la jonction iléo-cécale, là où commence le côlon. Donc ces 6 mètres sont franchis en moyenne par un bol alimentaire en 2 à 4 heures. Donc c'est de nouveau un site de migration rapide, pas aussi rapide que dans l'œsophage, mais néanmoins c'est rapide. Et on observe 2 types de contractions principales dans l'intestin grêle. Les contractions les plus abondantes sont ce qu'on appelle les segmentations. Les segmentations sont les contractions de la couche circulaire. Donc ça rétrécit la lumière de l'intestin. Et évidemment, ça refoule en amont et en aval ce qu'il y a à l'endroit où se produit la contraction. Et ces contractions, ces segmentations, sont des contractions qui sont rythmiques. Donc elles se produisent et durent quelques secondes, et puis elles se relâchent, et puis elles vont se reproduire un peu plus loin. Donc elles entraînent des mouvements comme ça de va-et-vient de ce qui est contenu dans la lumière de l'intestin, mais dans l'ensemble, ça induit une progression. Alors ces mouvements de va-et-vient, ils sont probablement très utiles parce qu'ils vont favoriser ou optimiser les échanges entre le contenu de la lumière intestinale et la muqueuse, ou l'épithélium en priorité,
en premier lieu, l'épithélium de la muqueuse intestinale et donc favoriser l'absorption de ce qui doit être absorbé. À côté de ces segmentations, ces contractions des fibres circulaires, on a aussi des contractions des fibres longitudinales qui entraînent des mouvements péristaltiques, donc qui vont migrer le long de la paroi sur de courtes distances, environ 10 cm, et puis qui vont mourir à cet endroit-là et se reproduire un petit peu plus loin. Donc quand on regarde un peu ce qui se produit dans le long d'un intestin, ben, on va trouver ces segmentations ici. On voit bien que ici la lumière est réduite parce qu'il y a une contraction de la couche circulaire de la paroi intestinale. Certaines de ces segmentations peuvent migrer sur quelques centimètres et favoriser les déplacements. Et puis on a aussi ces mouvements, dits mouvements en doigts de gant, qui sont les contractions de la paroi, de la couche longitudinale de la paroi intestinale. Ces mouvements-là ne sont observés que pendant la période postprandiale, c'est-à-dire les 2 à 4 heures qui suivent un repas. Quand on regarde l'activité de l'intestin au-delà de cette période-là, eh ben on retrouve quelque chose qui est similaire à ce qu'on observe dans l'estomac en période de jeûne. C'est-à-dire, la plupart du temps, il ne se passe rien. L'intestin est au repos. Et de manière cyclique, avec une périodicité qui est celle dont on a déjà parlé, on va voir apparaître une activité motrice intense et relativement brève, c'est-à-dire qu'elle va durer quelques minutes. Donc cette activité, c'est ce qu'on appelle le complexe myoélectrique migrant. Donc on part d'une période de quiescence, et puis on voit apparaître une activité motrice faite de segmentation et de migration de ces segmentations, qui est de plus en plus intense, jusqu'à obtenir une activité maximale qui va durer juste quelques minutes, et puis le retour à la quiescence complète. Et ça va se reproduire indéfiniment, tant que dure le jeûne. Évidemment, dès qu'on reprend un repas, on repart dans le mode de fonctionnement, qui est le mode de fonctionnement postprandial, donc avec une activité motrice qui, cette fois, est continue. Alors, ce complexe myoélectrique migrant, là aussi, on pense qu'il a un rôle de voiture-balai, si vous voulez, d'activité qui permet d'éliminer tout ce qui n'a pas pu être digéré et qui encombre. Ça naît dans l'estomac et ça se transmet tout le long du grêle. Ça nécessite absolument l'intégrité du système nerveux entérique. S'il n'y a pas de système nerveux entérique intègre, le complexe myoélectrique migrant soit ne naît pas si le système nerveux entérique est défaillant au site de naissance dans l'estomac, soit il ne va pas se propager au-delà de l'endroit où le système nerveux entérique est altéré. Et on ne sait pas très bien quelle est son origine ou mécanisme déclencheur, si c'est un mécanisme neurogène ou un mécanisme endocrine, ou les deux. À la limite, ou en tout cas pour ce qui vous concerne, peu importe. Donc le dernier segment important, c'est le côlon. Et là, de nouveau, c'est un segment de mouvement lent. Puisque la progression est de quelques centimètres par heure, on est très très loin des quelques mètres qui ont été franchis en quelques heures dans l'intestin grêle. Et le côlon est donc une zone de résidence temporaire, mais ce n'est pas que ça.
Parce qu'on voit bien, par exemple, qu'il y a dans ce segment une capacité d'absorption d'eau. Et il n'y a pas seulement une absorption d'eau, il y a aussi une absorption de solutés, comme des ions. Et typiquement, la quantité de chyme qui est délivrée au côlon est de 1 à 2 litres par jour. Mais la quantité de substance qui va sortir du côlon, enfin d'eau en tout cas qui va sortir du côlon, elle est beaucoup plus faible que ça parce que l'excrétion de sel quotidienne d'un individu normal, ça ne contient pas